Quelques instantanés tout d'abord, c'est ainsi que se dit et se vit l'approche de la mort dans nos hôpitaux. Réunion de transmission dans une unité de soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse, 9h, novembre 1991. Le chef de service. Comment Catherine est arrivée à 6h30 ce matin? C'est elle qui procède à la transmission. Comme Catherine est arrivée à 6h30 du matin, c'est elle qui procède à la transmission. Catherine, infirmière. Il a dormi cette nuit, malgré l'absence d'Edith. Ceci dit, ça fait 2 jours que je ne l'avais pas vu. J'ai trouvé qu'il a maigri. On ne voit plus que ses yeux dans le visage. Il fait crisper, vraiment pas détendu. Le chef de service. Est-ce qu'il est sorti samedi? La surveillante. Pendant 2 jours, il était complètement endormi. Samedi, Gilbert a abandonné le Valium de façon systématique. Une infirmière. Elle a bien dormi. Ce matin, elle nous a dit qu'elle avait un petit peu le cafard. Surtout hier soir, parce que tout le monde est parti de bonne heure. En plus, sa fille est partie vendredi. Sinon, elle était souriante. Elle est toujours fraîche. Hervé lui a dit qu'on dirait une star de cinéma. Vous êtes toujours pimpante à votre lever. La surveillante a signalé qu'elle n'a toujours pas renoncé à marcher, même avec une canne. Elle en a parlé à Catherine. Une infirmière. Elle dit aussi que lorsqu'elle nous pose ce genre de questions, on répond toujours évasivement. On n'y pense pas. On ne croit pas, ça dépend. On lui fait toujours la même réponse, et cela ne la satisfait pas. C'est vrai qu'elle nous pose beaucoup de questions pendant les soins, et quand vous passez à la visite, dit-elle au médecin, elle en pose peu. Le médecin, pour conclure, quand je lui demande si elle a quelque chose à me demander, elle répond que tout va bien. Fin de citation. Et la deuxième petite vignette, c'est Manuel, un infirmier dans un service de médecine interne, confidence dans la salle de soins, en mai 89. La mort, c'est quelque chose d'étrange. On a besoin d'être à 2 pour l'affronter. On n'a pas le droit de laisser la personne seule face à elle-même. Je pense à la solitude d'une personne qui va mourir, à sa demande aussi. Elle qu'on ne doit pas laisser souffrir. C'est tellement dur de souffrir et de chercher à comprendre ce que ça peut signifier. Mon travail, c'est être en équipe avec le malade. Tu luttes avec ton malade contre la mort. Tu passes une nuit en équipe avec lui, en réanimation. Tu lui dis, on tiendra le coup. Quand à 7 heures, le malade te claque entre les doigts, tout s'écroule. Comme pour un maçon qui construisait brique à brique une maison. Tu penses que ce pauvre type avait compté sur toi pour ne pas mourir. Il avait réellement confiance et tu n'as pas réussi. C'est alors que prend l'envie de courir sans fin dans la forêt, à en perdre le souffle. Fin de citation. Il ne s'agit pas ce soir de traiter du thème « Qu'est-ce que la mort ?» question de métaphysique, mais de « Qu'est-ce que mourir ?» Il ne s'agit pas non plus de chercher à savoir ce que signifie mourir à la vie. Peut-on soutenir de telles interpellations, y répondre, voire en répondre? J'ai souhaité que ma présentation vous permette de partager l'expérience quotidienne de nos professionnels afin d'y découvrir des enjeux et des perspectives qui ne paraissent que peu évidents lorsqu'on n'y est pas directement confronté. L'espace hospitalier est très souvent perçu davantage dans sa violence, son inhumanité, que dans son extrême sensibilité aux aspects les plus délicats, les plus intimes des vulnérabilités de l'existence. Immergeons-nous d'emblée dans le huis clos d'une chambre à l'Institut Curie, à Paris. L'échange peut paraître énigmatique et provocateur. Telle est sa signification. En 1986, le producteur de télévision Bernard Martineau me raconte la rencontre avec cet enfant qu'il filme pour sa série diffusée sur TF1, Voyage au bout de la vie. Donc c'est Bernard Martineau qui me parle. Je vous parlais de cette scène avec Madame D, et je pense que j'aurais dû aller plus loin, être plus convaincant, et donc plus convaincu. C'est la même chose avec le petit C dans la 4e émission. Cet enfant est présenté comme quelqu'un qui ne veut plus parler avec personne. Je ressens cela comme une espèce de challenge. Je me dis qu'avec moi, il parlera de la mort. La mère et l'infirmière sont dans la chambre de l'Institut Curie. Cet enfant accepte de me parler. Je me passe en face de lui et j'installe ma caméra. Il accepte tout cela. Et puis il commence à parler, il dit 2-3 mots. À un moment donné, sans que rien ne le laisse prévoir, il ouvre la bouche et s'arrête de respirer. J'entends sa mère lui dire « Arrête de faire la grenouille ».
et j'ai quand même le courage de lancer à l'enfant « Tu ne vas pas t'arrêter de respirer ?» Sa mère reste saisie par mon interprétation de ce qui se passe. Mais ce n'était pas la bonne phrase. J'aurais dû lui dire « Tu crois que c'est comme cela la mort ? Comment c'est la mort ? Comment est-ce que ce sera quand tu seras mort ?» Il aurait été nécessaire que j'aille dans le sens de ce qu'il était en train de trouver, lui, le courage de me dire. Et je n'en ai pas eu la force. Quand il a vu que je n'avais pas ce courage, la conversation s'est achevée, c'était fini. Il ouvre la bouche et s'arrête de respirer, dit Bernard Martineau. Est-il possible d'en dire davantage ? Ne convient-il pas de chercher où se situe notre place dans les interstices de cette respiration ? À l'hôpital, mais c'est aussi le cas en dehors, lorsque les équipes de l'hospitalisation à domicile prolongent le suivi de la personne jusqu'au terme de sa vie, le mourir relève d'un processus par nature circonstancié et évolutif. Cela nous renvoie directement aux situations de fin de vie et de mort, donc aux modalités mises en œuvre pour que ce temps ultime puisse être considéré comme l'accomplissement d'une existence reconnue dans sa valeur, ses significations et même ses droits. On le verra, nos principes d'humanité sont requis, au même titre que l'attention et la considération investies parfois contre l'évidence dans nos pratiques professionnelles. Qu'en est-il du soin de la personne au terme, ou mieux jusqu'au bout de son existence, mais aussi du soin de son corps à sa mort ? Quelles pratiques spécifiques envisager ? Selon quels principes et pour quelles fins ? Comment définir ce soin ? Quels en sont les enjeux et les limites ? Où se situent nos responsabilités dès lors que la société délègue à nos professionnels la mission d'accompagner le temps du mourir et même d'en inventer une nouvelle ritualisation ? Cicely Saunders, fondatrice en 1967 du St Christopher Hospice de Londres et par là même du mouvement des hospices auquel est attaché le développement des soins palliatifs, évoque, je la cite, « tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire ». Fin de citation. C'est ce dont nous devons tout d'abord traiter dans une approche des conditions du mourir à l'hôpital. Elle relève de compétences qui touchent à des considérations bien plus fortes et vastes que ce que serait illusoirement un accompagnement de la mort. Ne s'agit-il pas plutôt, avec une infinie modestie, de demeurer présent à l'autre dans son avancée personnelle, vers et dans sa mort, avec ce à quoi engage semblable mise en commun. Daniel Oppenheim est psychiatre psychanalyste à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Citer un court extrait de sa réflexion, qui s'intitule « Considération éthique du soignant face à l'enfant qui peut mourir », va nous situer à nouveau dans le contexte de la mort de l'enfant déjà évoqué avec Bernard Martineau, mais en amont ou en aval de l'échange que j'ai évoqué précédemment. J'ai retenu cette situation également parce que la mort de l'enfant suscite en soi des réactions particulières. Évoquer par exemple les soins palliatifs de l'enfant constitue aujourd'hui encore un sujet que certains considèrent tabou. C'est peut-être pourquoi l'espace éthique, on y consacre tant de temps. Je vais vous citer donc deux éléments de la réflexion de ce psychiatre psychanalyste qui nous permet de bien comprendre un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas réductibles à ce que serait l'approche du mourir à l'hôpital, mais qui montrent la complexité et la spécificité de ces approches. Dans de telles situations, l'enfant se pose de nombreuses questions qu'il importe de différencier, de repérer, et auxquelles il faut répondre en paroles et en actes. S'il meurt, aura-t-il mal ? Souffrira-t-il ? Pourra-t-on traiter ses douleurs ? Sera-t-il seul, relégué, exclu ? Ou les soignants continueront-ils de le soigner, de préserver leur relation avec lui ? S'il meurt, que deviendra-t-il ? Les soignants se souviendront-ils de lui ? Et quels souvenirs en conserveront-ils ? Les réponses qu'il se donne face à ces questions se situent dans la continuité des expériences de soins et de relations qu'il a pu vivre depuis le début de sa maladie. D'autre part, la mort apparaît à l'enfant comme l'amplification exacerbée des expériences les plus difficiles qu'il a pu faire dans sa vie. Il a pu éprouver l'expérience du morcellement de son corps, de la perte d'unité et de consistance de son corps,
dont l'extrême est la dispersion et le retour à la poussière, dans des douleurs intenses et dans les sorties de réanimation. La mort lui apparaît comme une perte d'identité. Il craint de perdre les traits de son visage, son allure, son style, son caractère ou son nom, devenir anonyme, neutre, indistinct, méconnaissable, voire inconnaissable. Il a pu en faire l'expérience dans certaines déformations. Je passe sur ces différents points. Il importe d'aider l'enfant à préserver son identité, y compris dans sa façon de s'habiller, malgré la réalité de ce qui peut l'altérer, mais également d'aider ses parents à le reconnaître authentiquement dans la permanence de ses caractéristiques fondamentales. Et les soignants doivent faire un effort semblable, ce qui n'est pas toujours facile. J'en ai pratiquement terminé, mais je pense que c'est important de voir ce qui se joue là, parce que finalement, à de rares exceptions souvent dramatiques, on est peu témoin de ces relations. Il prolonge donc Daniel Oppenheim, « L'enfant peut craindre la mort comme le risque de perdre sa place dans la société, à l'extrême sa place dans la communauté humaine. Quand le langage a été discrédité, car devenu mensonger ou inutile, incapable d'être à la hauteur de ses exigences de dialogue, ou quand il est écrasé par l'excès de réalité intouchable, massive, excluant tout jeu psychique. Il est nécessaire d'être attentif à préserver entre l'enfant, les parents et les soignants une relation de parole vivante et authentique. » Et j'en termine de ces citations qui seraient de toutes les manières apposables également à d'autres réalités que celle de l'enfant en fin de vie. Ainsi, la question de la confrontation d'un enfant à sa mort possible ne se résume pas pour les soignants à l'alternative stérile, lui dire ou ne pas lui dire la vérité, mais se développe dans des tâches multiples et diversifiées qui maintiennent un lien vivant entre l'enfant et tous ceux qui sont en position de responsabilité envers lui. Car l'expérience montre que dans ces situations, l'enfant a tous les moyens de savoir qu'il est proche de mourir, quelle que soit la représentation qu'il a de la mort. Mais il peut le savoir sans avoir besoin de le formuler, ni pour lui-même, ni pour les autres. Il peut le savoir tout en préférant ne rien en savoir, ou ne rien en faire, ou de faire coexister ce savoir avec des pensées qui ne lui sont pas aliénées. La belle formule, je sais bien, mais quand même. Fin de citation. Tous les textes que je cite sont d'extraits de notre revue qui se nomme La lettre de l'espace éthique. Encore une fois, vous pouvez les trouver facilement sur notre site internet. Il est nécessaire d'être attentif à préserver entre l'enfant, les parents et les soignants une relation de parole vivante et authentique, dit Daniel Oppenheim. Vous le constatez, c'est au maintien d'une relation de vie, et pour le dire mieux, de vivant à vivant, que sont attachées nos pratiques. À la manière d'un défi, car on ne se satisfera jamais de ce que représente la perte de l'autre. La semaine dernière, Bernard-Marie Dupont a évoqué la technicisation, voire la médicalisation du mourir, dans le contexte des mutations biomédicales, traitant notamment de la réanimation, des états végétatifs persistants et de la mort cérébrale. Ces situations limites ou extrêmes ne sont pas toujours servies par une réflexion anthropologique ou philosophique à la hauteur des enjeux qu'elles caractérisent, de telle sorte qu'elles suscitent souvent un sentiment très mélangé d'inquiétude, de défiance, de confusion, qui ne contribue pas à l'indispensable climat de confiance que justifient ces circonstances. Ne convient-il pas, à travers le soin, d'être en mesure de se confier, de s'en remettre à l'autre? Moment intime et souvent ultime, j'estime qu'il leur faut pouvoir bénéficier des conditions favorables à la rencontre, à l'échange, au partage, ce dont relève notamment la notion d'accompagnement. Dans un article que je ne vous citerai pas faute de temps, je suis trop respectueux à l'égard de Marie-Frédérique et trop attentif à ce qu'elle va nous dire, mais je vous cite le titre de l'article, « Réfléchir avec humilité et sérénité à la vie et à la mort à l'hôpital ». Le professeur Didier Sicard présente une analyse critique de nature à éclairer nos réflexions. Cette analyse complète parfaitement les propos tenus par Bernard-Marie Dupont. Didier Sicard conclut son article, je cite, « Il n'y a probablement pas de sujet plus important pour une communauté médicale digne de ce nom que de réfléchir avec humilité et sérénité à la vie et à la mort. » Fin de citation. En serait-il vraiment différemment s'agissant plus globalement de notre communauté humaine? Comment comprendre cet abandon des questions essentielles de vie et de mort
à des soignants qui se voient déléguer une mission sociale qu'ils souhaiteraient pouvoir davantage partager. Permettez-moi à cet égard de rendre hommage aux associations de bénévoles qui interviennent parmi nous, seules représentantes parfois de notre société. Dans le contexte général du déni de la mort, à bien des égards accentué par les représentations mythiques du pouvoir biomédical, les hospitaliers se sont efforcés de réhabiliter cette dimension du soin jusqu'au terme de l'existence. Ils renouent ainsi avec la grande tradition hospitalière. Leur engagement dans cet espace très particulier du soin constitue un acte courageux. Ils l'assument à contre-courant des tendances encore dominantes qui procèdent pour beaucoup d'une idéologie de la médecine considérée toute puissante, donc peu disposée à se confronter, voire à s'exposer à ce qui révèle ses fragilités, ses limites, ses conséquences et inconséquences. Cela, vous le savez, suscite bien des détresses. Qu'en est-il en milieu hospitalier de l'expérience d'une faiblesse, d'une retenue, et pour le dire plus explicitement d'une humilité, comprise comme l'exercice et l'affirmation d'un devoir d'humanité? En quoi ce devoir de non-abandon, cette exigence de présence attentionnée, maintenue auprès de la personne jusqu'au terme de sa vie, prennent-ils la forme d'une véritable contestation de pratiques que l'on peut considérer inconciliables avec les valeurs dont sont garants individuellement les soignants? Ne s'agit-il pas là également de la revendication manifeste d'un soin vécu et assumé autrement? La constitution en 1985 du groupe pluridisciplinaire Fonction soignante et accompagnement relevait précisément de la volonté et du besoin d'initier des concepts et des attitudes qui contribuent aux évolutions nécessaires de nos pratiques et de nos conduites professionnelles. Pendant plusieurs années, les membres de ce groupe se sont réunis à l'Hôtel-Dieu de Paris, contribuant à l'émergence en France du mouvement des soins palliatifs. Le texte fondateur de la création de Fonction soignante et accompagnement pose des principes et affirme des résolutions. Aujourd'hui encore, il trouve sa pertinence. Dans le livre « Partir », que j'avais donc réalisé sous forme d'entretien en 1986, j'avais sollicité la quasi-totalité des membres de ce groupe Fonction soignante et accompagnement qui ont été les promoteurs en France des soins palliatifs. Nous avions rencontré très rapidement Marie-Frédérique, qui était déjà très impliquée dans ce domaine. Je vous ferai deux citations qui me semblent importantes de la position de ce groupe. Soigner n'est pas seulement affaire de technique et de spécialistes. Au cœur du problème, il y a la souffrance, la mort proche ou lointaine, en tout cas inévitable. Le soignant n'échappe pas à cette condition humaine que la maladie lui rappelle en permanence. Et le texte poursuit. C'est autour de la mort, qui est de plus en plus reléguée à l'hôpital, que des soignants ont senti l'urgente nécessité de rencontrer autrement le malade, de l'accompagner. Et c'est à propos de l'euthanasie et du consensus que cette question risque d'engendrer que, venant de chemins fort divers, se sont retrouvés les premiers membres de ce groupe. Ils ont souhaité opposer une réflexion critique à ce qui leur apparaissait comme une réduction abusive de la réflexion à des interprétations infondées et injustifiées. Nul hasard dans l'origine de cette démarche. Le mourant, ce qu'il éprouve dans sa fin de vie, ce qu'il exprime et fait entendre, pose justement question, scandalisant le rêve scientifique et technique de tout savoir et de toute puissante, y révélant et réveillant le désir mortifère qu'il habite. L'expérience psychanalytique, comme la leçon philosophique, nous l'indique, chacune selon sa voie spécifique. La mort d'autrui, la scène du meurtre, sont la source où s'origine et se dramatise la question du rapport à l'autre, la question morale. Et le texte que je cite se termine. Accompagner, cheminer à côté, partager sans penser se confondre, c'est se risquer jusqu'à ce point où chacun se demande qui accompagne qui, acceptant de reconnaître s'il est soignant, que le malade lui enseigne, lui transmet, le forme. Fin de citation. Le soignant n'échappe pas à cette condition humaine que le malade lui rappelle en permanence, dit le texte. Voilà que des alliances, une nouvelle forme de proximité s'instaure entre la personne malade et celle ou celui qui le soigne, afin de mieux assumer et partager les valeurs qui nous sont communes. À bonne distance,
à la bonne distance enseignée comme règle de bonne pratique dans les instituts de formation en soins infirmiers, se substitue une notion éthiquement plus fondée, celle de bonne ou de juste présence. Force est de constater que les réflexions développées dans nos hôpitaux à propos des conditions du mourir contribuent depuis près de 20 ans à la restitution d'une dimension profonde des soins, aujourd'hui encore parfois atténuée, voire révoquée, par une technicité excessive. Ce dont il est question lorsque l'on évoque l'inhumanité de certains traitements ou la déshumanisation de la relation soignante. Dans le contexte de confusion souvent savamment entretenue, selon des fins qui pourraient faire l'objet de nos débats, il convient de mentionner brièvement, mais vraiment brièvement, les grands principes qui éclairent et animent aujourd'hui la relation de soins avec des personnes en fin de vie. Je vous citerai, parce que souvent on l'oublie, 3 éléments du Code de déontologie médicale. Ça me permet de demander à Marie-Frédérique s'il me reste 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure. 8 minutes. D'accord. Je vous ai dit pour mon Code de déontologie médicale qui a dû rester à l'espace éthique. Bref, je voulais vous citer 3 éléments du Code de déontologie médicale, l'article 37, 38 et surtout l'article 2, qui dit que la responsabilité du malade dans le respect de la personne va jusqu'à sa mort. Également la loi du 9 juin 1999 relative à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs. Ce sont des textes tout à fait importants, peu importe. Et enfin, une loi qui est très très importante, c'est la loi du 4 mars 2002 relative à la qualité des soins au système de santé, qui pose dans son article 11.11.10, 5, le fait que toute personne a le droit de mourir dans la dignité. Le terme n'est pas exactement, toute personne a le droit à soins dignes jusqu'au bout de son existence. Mais ce n'est pas le texte exact, excusez-moi, ma grippe pour l'instant est un bon prétexte. Vous l'observez alors que dans les années 80, l'obsession de la mort dans la dignité semblait devoir imposer une législation autorisant l'aide à la mort médicalisée. En quelques années, les professionnels ont su inventer un ensemble de propositions qui, de la lutte contre la douleur aux soins palliatifs et à l'accueil en chambre mortuaire, sollicitent d'autres mentalités et attitudes. Penser la mort et mieux accepter de la vivre au sein de nos services, c'est accepter d'interroger le sens des pratiques et parfois même leur justification. Il s'agit là également de réinvestir un soin compris dans la continuité d'un parcours qui unit plus qu'on ne le pense une personne, ses proches et une équipe soignante. Un soin compris comme un engagement qui trouve des formes d'expression souvent rares et insoupçonnées lorsqu'il consiste à s'ouvrir à l'autre dans son attente et ses espérances les plus intimes. Témoigner un attachement, une présence, une solidarité indéfectible à la personne, ne pas être indifférent à ce qu'elle éprouve dans ces temps incertains de la fin de vie, signifie également qu'on refuse d'anticiper sa mort. Nous touchons là au principe même de l'idée de dignité, dès lors qu'on confirme à cette personne si proche du terme de son existence l'irréductible valeur de ce temps à vivre encore. Précisément parce qu'il est limité et tient à si peu de choses, il prend une incommensurable signification. Cadre infirmier de l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Simone Bevin nous associe à son expérience, parfois citée aux limites de la vie, du possible et même du concevable. Partageons un instant de ces relations intimes et subtiles, dont l'essentiel se vit et s'éprouve plus qu'il ne se dit. Si vous devez conserver une trace de mon passage parmi vous, ça sera cette trace-là. D'ailleurs, je m'en profite pour dire que j'ai retrouvé mon code de déontologie, mais je ne citerai pas le code de déontologie, mais je citerai juste ce petit alinéa de la loi droit des malades, parce que je l'ai mal cité. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Parce qu'il y a eu tout un débat entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque certains voulaient dire une mort dans la dignité. Voilà, qui était connoté, c'est un autre débat. Donc je disais, s'il doit rester quelques éléments de survivance de mon propos parmi vous, je préfère que ce soit ce que restituent les professionnels que ce que je m'enchevêtre à essayer de rédiger. Voilà ce que dit Simone Bevin. La maladie grave, la fin de la vie, viennent confronter la personne au sens, le sens de la vie passée, le sens de ce présent si douloureux, le sens du temps qui reste à vivre. Ce sens est percuté, bouleversé. Bien au-delà de la douleur physique accessible, dans la grande majorité des cas, à un traitement médicamenteux, la personne qui comprend la gravité de sa maladie et qui sent qu'elle va mourir livre un combat intérieur fait de peur, de révolte,
face à son sentiment d'impuissance, d'angoisse, de mourir. En dépit d'un désir parfois énoncé du mourir, c'est bien souvent une lutte pour survivre qui semble plutôt être en jeu. Sommes-nous suffisamment attentifs à cette expression ambivalente de la personne? Nous semblons encore méconnaître ce que l'on nomme cheminement, processus de deuil, Frédéric en parlera, c'est-à-dire tout ce que la personne va avoir à vivre comme émotions et sentiments, souvent douloureux face à l'inéluctable. Elle vit une succession de pertes, comme, pour n'en citer qu'une, parfois la plus dévastatrice, la perte progressive de son autonomie, que ce soit au plan physique, intellectuel, relationnel, qui porte atteinte à l'image et à l'estime de soi. Suis-je encore digne d'être aimé? Peut-elle alors se demander. Et je poursuis dans ces citations. Cette relation aidante et porteuse de sens, quand elle est faite de respect et de considération, telle que la personne puisse se sentir encore importante pour quelqu'un et digne jusqu'au bout. Un patient, les yeux souriants et apaisés, après plusieurs semaines traversées de révolte, de haine et de chagrin, dit « Je ne savais pas que je pouvais être aimé ». Alors, je ne suis pas en train de vous faire dans le pathos sirupeux. Vous regarderez, si vous souhaitez, ces textes. Je les cite brièvement. Pour moi, excusez-moi de le dire, ce sont des véritables œuvres philosophiques. La philosophie se situe, plus qu'on ne le pense, au pied du lit du malade. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un espace éthique que de solliciter des professionnels confrontés à des situations que peu de personnes vivent, avec la capacité, par exemple, de faire un doctorat de philosophie. Sibonne Bevan conclut « Accompagner, c'est pouvoir offrir, chacun avec son identité professionnelle, une vraie qualité de présence et d'écoute, afin que la personne puisse trouver et mobiliser en elle ses propres ressources et vivre sa réalité à sa manière. » Fin de citation. Nos professionnels sont garants de cette mémoire qui leur est confiée des ultimes moments d'un parcours dans la vie. De même, ils sont garants de la constance d'une attention consacrée au corps mort lorsqu'il est confié aux soignants des chambres mortuaires. Ces formes souvent ignorées d'une responsabilité exercée dans la mort sont assumées par des professionnels au nom de notre communauté sociale. Ils sont parfois les derniers à ne pas renoncer. C'est dire mon estime à l'égard de leur œuvre quotidienne, à la fois modeste et peu reconnue. Je me suis efforcé de vous présenter quelques considérations générales. Elles vous permettent de comprendre pourquoi l'espace éthique de l'assistance publique Hôpitaux de Paris a privilégié depuis sa création un compagnonnage avec ces femmes et ces hommes qui soignent et accompagnent souvent solitairement celles et ceux qu'on abandonne trop souvent à la mort. Tout à l'heure, je vous mettrai en consultation des éléments de nos recherches et de nos revues. Vous voyez, il y a tout un ensemble de documents qui, au jour le jour, suivent avec beaucoup d'attention les questions relatives à la mort à l'hôpital, et également avec une approche sociologique, anthropologique, mais également énormément d'initiatives comme des séminaires pour les professionnels sur les soins palliatifs en pédiatrie. Il me faudrait plus que ces quelques instants pour vous parler d'une manière constructive de tout ça. J'aurais pu vous parler également longuement d'autres approches du mourir en réanimation ou dans les services qui accueillent des personnes en phase terminale d'une maladie. Chacune des circonstances justifierait des éclairages spécifiques. Prélèvement et greffe d'organes, décision de renoncement thérapeutique en réanimation. Nous avons à ce propos beaucoup de groupes de travail qui cherchent à aller le plus loin possible. D'ailleurs, à propos de ce sujet de la réanimation qui a été évoqué par Bernard-Marie Dupont, pour vous dire une des voies de nos recherches et de nos travaux actuellement, vous vous souvenez certainement de cette première de Libération qui était du 12 mars 1998, euthanasie passive, la fin d'un tabou. Il s'agissait de la réanimation et des décisions, entre guillemets, de fin de vie. Et il y avait dans cet article une très très belle forme d'approche de l'éditorialiste Gérard Dupuis qui disait « Les exigences contradictoires entre le maintien de la vie et la sauvegarde de sa dignité s'imposent à tous les soignants qui ne peuvent que trancher dans l'urgence. Ils ne peuvent l'éviter et décident très souvent dans un relatif isolement. Si l'écho de ces pratiques sort aujourd'hui des salles de réanimation, et à travers ce séminaire en partie, elle sort des salles de réanimation de nos hôpitaux, c'est qu'il peut le faire de manière apaisée et non pas polémique. Il ne s'agit pas de se prononcer sur un droit absolu, dans un sens ou un autre, mais de constater un état de fait inévitable et de réfléchir aux moyens éventuels de la rendre mieux socialisée. C'est un domaine où il n'existe guère que des cas particuliers, sans généralisation souhaitable. Et j'en termine sur cette citation, mais une information publique plus large et une perception plus exacte des réalités ne peuvent que contribuer à ce que chaque cas particulier
soit plus sereinement et plus calmement abordée. Fin de citation. J'aurais pu également vous parler des traitements compassionnels. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'univers de la réflexion autour de la mort, tous les cas de la fin de vie à l'hôpital. Lorsqu'il importe de donner à la personne et à ses proches le sentiment que tout a été malgré tout tenté. Maladie neurodégénérative qui, comme la sclérose amyotrophique latérale, on en a parlé ces derniers jours, soumettent les personnes à cette perception d'une mort évolutive, vécue et assumée en toute lucidité. Délicate négociation d'une sédation lorsque les douleurs ou les souffrances morales deviennent insupportables, état végétatif persistant alors qu'on en arrive parfois à s'interroger sur le statut même de cette existence dépourvue de toute faculté de communication. Ce sera pour une autre rencontre ou à l'espace éthique. Avant d'évoquer en guise de conclusion, je respecte le timing, l'approche de la mort en chambre mortuaire, ça sera très bref. On évoque d'ailleurs à ce propos l'amphithéâtre, la morgue, la salle de repos. Je souhaite que notre réflexion demeure attentive aux situations paradoxales et aux dilemmes auxquels sont confrontés chaque jour les familles et les soignants auprès des personnes en état végétatif prolongé. Il s'agit là d'un paradigme susceptible d'éclairer et d'orienter nos pratiques lorsque parfois nous en arrivons à douter de leur signification même. Qu'en est-il de nos attitudes face à pas vraiment la mort, mais pas non plus la vie, pour reprendre la formule de Frédéric Petitpré, ergothérapeute à l'hôpital maritime de Berck, qui fait partie de l'assistance publique. Quelques extraits de son témoignage me semblent d'une évidente pertinence. Donc dans son article, pas vraiment la mort, mais plus non plus vraiment la vie, voilà ce qu'elle dit. À l'ouverture du service, le choix était délibéré de prendre en charge ces patients particuliers, mais aussi de venir en aide aux familles dont nous n'avions que l'idée de la détresse. Au fil du temps, pour avoir vécu auprès des uns, les patients et des autres, les proches, cette idée que nous avions est devenue une profonde conviction. Plus loin, elle dit, au-delà de l'espoir, toute demande des familles et des proches a une signification. C'est la recherche d'une concrétisation, de la preuve matérielle qu'il y a toujours quelque chose à faire pour le maintenir non seulement vivant, présent, mais existant. C'est agir toujours pour lutter contre la notion de mort-vivant, trop souvent dite et écrite, pour garder la force de continuer malgré le temps qui passe et qui ne voit rien évoluer. Après 5 ans de travail auprès de ces personnes, nombre de questions se posent toujours sans trouver de réponse. Dans le doute, abstenons-nous de juger d'une opinion tranchée, de condamner les proches au désespoir par un jugement négatif, et exigeons pour eux tous des conditions de vie dignes du statut qu'ils conservent. Elle termine par cette belle phrase, parce que le devoir professionnel ne peut faire l'économie du devoir moral, et parce que toutes ces familles nous le demandent. Vous le constatez, les situations sont diverses et toujours spécifiques. Refusons de traiter de la question de la mort d'une manière générale, alors que la réalité nous renvoie constamment à la complexité de situations humaines singulières qu'il importe d'accueillir et d'assumer à la manière d'un partage. Je présente pour conclure mes excuses à nos éminents représentants des chambres de mort. J'ai été trop bavard et par respect vis-à-vis des propos tout à fait importants de Marie-Frédéric Paquet, j'interromps là mon intervention. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on pourra toujours la prochaine fois distribuer le texte. Merci de votre attention. Merci Emmanuel, et je passe tout de suite la parole à Marie-Frédéric Paquet. Merci beaucoup. Bonsoir. Emmanuel, je dois vraiment te remercier à la fois pour cette intervention, mais surtout pour l'espace éthique. Ça, je crois que c'est vraiment très important. C'est le lieu où on peut gagner en réflexion, on peut gagner en degré de vie, en degré à la fois d'intériorité et également de place dans le corps social. Et franchement, là, je vous conseille à tous de vous y rendre. Il y a de multiples séminaires. Il est ouvert aux professionnels, je suis désolé. Bon, enfin, ça, c'est non, mais c'est vraiment passionnant. On est sur le site internet.
Oui, en plus. Et je te remercie aussi pour ce que tu as fait finalement dans les années en 85. Donc moi j'avais 25 ans, je me rappelle très bien de l'arrivée d'Emmanuel Hirsch dans le service d'hématologie de l'Hôtel Dieu. Et c'est vrai que là, il a rencontré des infirmiers, des médecins. Nous, on était 2 ou 3 psychologues à l'époque et on était confrontés à cette mort récurrente, à ces questionnements des patients et à ces désirs d'accompagner. Parce qu'il faut quand même bien dire que on peut souhaiter accompagner un patient et ce patient, lui, cette personne, peut ne pas le souhaiter. Et il m'est arrivé à cette époque-là d'avoir rendez-vous avec certains de ces patients qui étaient en fin de vie et puis de les voir tourner vers la paroi, exactement comme on disait au Moyen Âge, quand la personne se préparait à mourir, quand elle avait fait ses adieux à sa famille, mais surtout quand elle faisait ses adieux, ou peut-être quand elle se préparait à rencontrer son Dieu. Euh, et qu'à ce moment-là, elle ne souhaitait pas être accompagnée par quiconque. Donc ça aussi, il faut dire que ça arrive et que c'est important de ne pas être dans une sorte de syndrome du sourire, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, où tout le monde vient voir la personne qui va mourir. Bon, j'avais fait à l'époque une étude pour le Conseil de l'Europe et j'avais passé 1 an en Angleterre et j'avais rencontré des unités de soins palliatifs privés où on pouvait par exemple mourir dans le jardin. Vous connaissez les jardins anglais avec des roses, avec des fleurs, etc. On pouvait mourir dans le jardin avec un orchestre de chambre. Et donc, il était possible, alors évidemment, aucune mort n'est prévisible, bien évidemment, mais il y avait cette possibilité quand même de faire appel à des gens qu'on connaissait et qui venaient faire ce type d'accompagnement extrêmement étonnant pour nous, les Français. Et c'est vrai que ce qui est venu d'Angleterre à cette époque-là était encore complètement novateur pour nous en France, puisque, comme tu l'as très bien souligné, on est encore sous l'égide du paternalisme médical et c'est quand même très difficile de sortir de cette relation de puissance qui, je dirais, découle aussi sur les soignants et qui fait que l'attitude d'authenticité qui est absolument nécessaire pour accompagner un patient doit d'abord, je dirais, on doit d'abord se débarrasser de ce sentiment de puissance qui est d'abord professionnel et puis qui après est simplement lié au fait d'être vivant et d'être à côté de quelqu'un qui va mourir. Donc je vais reprendre quand même des notions qui portent sur le deuil, mais j'insiste sur le fait que s'il n'y avait pas eu le mouvement de soins palliatifs, il n'y aurait eu aucun mouvement, comme il y en a eu dans les années 85, sur le deuil. Il faut bien se resituer donc dans cette époque-là, où finalement la possibilité de mourir en souffrant moins, c'est surtout ça le premier principe, en souffrant moins et en étant plus caché, comme on l'était jadis, a donné finalement lieu à l'expression des patients qui allaient mourir d'une part, et d'autre part de leur famille, et donc a donné lieu à l'expression de leur demande d'accompagnement. Alors cette fois-ci, dans une continuité, c'est-à-dire que je vais mourir, mais je voudrais que vous fassiez le lien avec ma famille. Ça, c'est ce que disaient beaucoup de patients. Ou encore, la famille dit, je sais qu'il va mourir, c'est le médecin qui me l'a dit, mais j'aimerais que vous fassiez le lien avec le patient, car je n'arrive pas à lui parler, etc. Et donc on était dans une difficulté de communication qui, au départ, c'est vrai, s'est adressée plutôt du côté des infirmiers, des aides-soignants, parce que la parole était plus simple, à cause de ces relations justement de pouvoir qui souvent perduraient du côté des médecins. Et puis les infirmiers totalement débordés reportaient la demande en disant « Vous les psys, vous avez le temps, de toute façon, on ne sait pas trop ce que vous faites, donc allez-y, adressez-vous aux patients. » Et c'est vrai que souvent, on était appelé pour ces expériences ultimes, pour ces expériences extrêmes. Et parfois, d'ailleurs, on nous disait, après quelques interventions, quelques visites, ah, écoute, à chaque fois que tu passes, il pleure. Il ou elle pleure. Et donc cette réputation de faire pleurer les malades, c'était évidemment, ça allait pour nous dans le sens bien sûr du deuil, et en particulier du deuil de soi qu'on peut faire quand on approche sa propre mort, avec aujourd'hui ce qu'on peut retrouver dans les journaux américains, faire son bilan de vie, avoir une prise en charge totale, ce que les Américains aussi appellent patient total care,
le soin total du patient, c'est-à-dire qu'il va donc du début de l'hospitalisation jusqu'à sa mort. Et donc cette vision qui aujourd'hui ne doit pas devenir une idéologie, hein, c'est là où j'insiste vraiment pour qu'on puisse conserver chacun d'entre nous notre personnalité face au sujet qu'on prétend accompagner ou avec qui on se retrouve, c'est quand même ne pas être dans une dynamique de professionnalisation et je dirais d'archi-professionnalisation. Mais en même temps, comme tu l'as très bien dit, on a besoin de garanties. Et c'est vrai qu'on n'a pas seulement besoin de garanties au niveau de comment ma souffrance sera-t-elle écoutée. Hein, je vous rappelle que je fais vraiment bien la différence entre la souffrance psychique qui englobe toutes les douleurs qui sont localisées, qui sont physiques et qui peuvent être également morales. Hein. Donc cette souffrance psychique, c'est la globalité, si vous voulez, de l'ensemble des douleurs, y compris la douleur morale, y compris la douleur de changer d'état. Parce que c'est vrai que quand on va mourir, et là, évidemment, vous allez me dire que je n'ai pas failli mourir, donc je ne vous parle pas d'une expérience qui serait la mienne, je vous parle des expériences des autres personnes avec qui j'ai pu effectivement échanger jusqu'à ces moments ultimes, y compris au moment du passage, parce que ça aussi c'est très important et philosophiquement et existentiellement c'est quelque chose de très spécial. Eh bien là, on peut voir que ce deuil de soi peut se faire, il peut se faire à travers des larmes, mais aussi il peut se faire à travers, je dirais dans un premier temps, un renoncement qui aboutit à une certaine acceptation. Bien que beaucoup de personnes disent « Ah zut, je ne saurais pas ce qui va se passer sur Terre après moi. » Hein. Donc je parlais de ces garanties qui ont trait à la douleur, donc ça c'est vraiment la première chose à offrir comme garantie, mais qui a aussi affaire à la suite. Comment ma famille va-t-elle réagir? Va-t-elle être accompagnée? Est-ce qu'on va lui donner mes vêtements dans un sac poubelle, comme on peut le voir à l'hôpital? On l'a vu à plusieurs reprises. Est-ce que mon corps va être bien traité? Et là, vraiment, hein, les chambres funéraires, toutes les personnes qui sont dans les maisons mortuaires, dans les maisons funéraires, le savent bien. C'est fondamental de savoir que son corps mort va être bien traité. Et bien sûr que cette question est constamment refoulée. Chacun d'entre nous, bien sûr, la rejette. Et pourtant, quand elle se pose avec une très grande acuité, justement, parce que souvent les familles sont choquées, ou bien j'ai vu également des infirmières qui avaient des chocs en particulier. Je me rappelle d'un service de pédiatrie où des bébés qui étaient apportés par les parents avec tous les soins possibles parce que ces bébés étaient morts d'une mort subite du nourrisson à la maison. Et qu'après, les parents l'amenaient à l'hôpital pour demander l'autopsie, les parents étaient extraordinairement inquiets de savoir comment allait être traité ce bébé mort. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Et toutes les lois que tu as citées, il faut absolument qu'on les ait vraiment en mémoire parce qu'elles nous permettent, en particulier la loi Kouchner, sur la restauration du corps, de savoir, d'avoir cette garantie que notre corps sera bien traité. Et vous voyez que tous ces petits points comme ça qui semblent extrêmement désordonnés, une sorte de nuage de points, finalement se rejoignent pour justement donner lieu à ce qu'on appelle une fin de vie digne. C'est-à-dire cette possibilité de continuer à exister et de ne pas être dans une sorte d'habitus social. Et là, je pense à ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce que j'appelle avec un certain nombre de personnes, les très grands vieux. Hein, les très grands vieux, donc ce n'est pas les petits vieux, c'est les très grands vieux. Ce sont les gens qui sont très souvent dans des instituts gériatriques, qui sont depuis 10, 20, 30, voire 40 années dans ce type d'institution. Bon, parfois, ils y sont entrés de leur plein gré. Hein. Et c'était la grande époque des années 70 en particulier, où vous savez que les conditions de vie en France n'étaient pas très faciles. Dans les grands ensembles, pour quelqu'un d'âgé, ça faisait peur. Et donc, ces très grands vieux, finalement, c'est évident qu'ils vont mourir. Donc, qu'ils demandent la mort, effectivement... on se dit oui, ça semble normal. Hein. Et ce sont souvent d'ailleurs ces mêmes personnes qui sont des militants de la DMD et qui viennent dire, moi vraiment, la pilule pour mourir, je n'attends que ça.
hein. Et donc, aujourd'hui, on se heurte toujours à ce que Louis-Vincent Thomas disait, c'est-à-dire cette inéluctabilité de la mort. On n'arrive pas encore à trouver le moyen biotechnologique qui va nous permettre de, nous évanouir juste avant cette phase finale. Et c'est vrai que là, on se heurte justement au conflit, qui est que, effectivement, individuellement, je voudrais ne pas du tout souffrir et je voudrais dormir dans mon sommeil, mais que collectivement, si ce genre de choses se produit, à ce moment-là, il n'y aura, je dirais, plus de dignité à l'approche de la mort, mais surtout plus de dignité dans la vie en général, hein. Vous vous rappelez le fameux film Soleil Vert qui a été justement réalisé à cette époque très très particulière dont je vous parle, les années 70. C'est exactement à cette période que les gens imaginent un idéal de mort où comme dans un évanouissement hystérique, eh bien, aussitôt, on disparaîtrait et tout serait terminé. Et ça, c'est l'éternel débat que j'ai extrêmement souvent avec des partisans de la DMD. C'est cette notion de « j'ai choisi ma mort, donc ça y est, on doit ratifier, on doit souscrire à ce que j'ai dit ». Et quand je leur donne comme contre-exemple, et évidemment comme issue... comme cul-de-sac quand je leur dis, mais enfin, vous avez choisi votre mort, d'accord, mais là, c'est parce que vous êtes en pleine santé. Mais imaginez que vous ayez une petite maladie d'Alzheimer. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour appliquer votre résolution? Est-ce que, franchement, en tant que dément, vous pensez que vous voudrez toujours mourir? Et je dirais que pour avoir côtoyé beaucoup de gens qui sont dans des situations de démence de type Alzheimer, ces gens-là ne veulent pas mourir. Justement, d'une part, on ne peut pas faire de généralité, c'est absolument évident, mais en tout cas, il n'y a pas, et peut-être la conceptualisation de la mort devient beaucoup plus difficile, c'est possible, mais très souvent, ils sont plutôt attentifs à un mouvement présent. Hein, ils sont vraiment dans le présent, donc c'est vrai que le passé a été gommé souvent pour eux, l'avenir est difficile à imaginer, mais dans le présent, ils sont là. Hein, donc prétendre que quelqu'un qui a parlé de la pilule du mourir lorsqu'il était en pleine santé mentale et psychique et qu'il veut qu'on applique ce type de pilule lorsqu'il est mourant, moi ça me paraît complètement fou. Alors maintenant, donc tout ceci c'est pour parler du processus du mourir. Qu'est-ce que je veux avant d'être malade, avant d'être mourant? Et qu'est-ce que je veux une fois que je suis mourant et une fois que la mort s'approche, une fois qu'elle s'estompe? Alors, tu as cité plusieurs éléments qui me paraissent très importants. C'était dans un article de Colin Murray Parkes, donc un grand psychiatre anglais qui a beaucoup travaillé sur le deuil dans les premiers temps, c'est-à-dire en Angleterre dans les années 70. C'est toutes les pertes. Comment faire face à l'ensemble de ces pertes lorsqu'on approche la mort, hein? Et ces pertes, elles sont particulièrement concrètes. C'est simplement, comme me dit une personne, je vais plus pouvoir écouter la radio le matin, je vais plus avoir les nouvelles, je serai plus au courant, hein. Et vous voyez que là, c'est vraiment une perte du monde. C'est que finalement, le sujet disparaît, mais il perd le monde. Et perdre le monde, c'est vraiment terrible comme deuil à faire, hein. Alors bien sûr, il y a la perte de sa famille, il y a la perte de soi. Et puis, une fois que toutes ces pertes vont être travaillées, mises en balance, et comme je le disais tout à l'heure, renoncées, hein, une fois qu'on aura renoncé à tous ces biens qui étaient pourvus, que nous avions, je dirais, grâce à cette vie, et je pense d'ailleurs à de nombreux témoignages dans des camps de concentration, dans des situations de torture, où finalement la vie reste le dernier bien. Hein, et donc on voit bien comment de nombreuses personnes peuvent renoncer justement à toute une série d'objets matériels, psychologiques et existentiels pour justement s'accrocher à cette ultime part qu'est la vie. Hein. Et donc effectivement renoncer à la vie au moment où on va s'apprêter à une épreuve qui quand même d'un point de vue épistémologique est le mystère. L'énorme mystère de la vie. Car si Freud disait qu'il y avait deux mystères, hein, donc le sexe et la mort, je dirais que la sexualité, l'orgasme, etc., tous ces phénomènes ont été largement décryptés, encore que, bien sûr. Mais en revanche, la mort reste cet énorme mystère. Et j'ai vu beaucoup de patients qui me disaient, vous vous rendez compte, je vais affronter le mystère de l'humanité. Et pour certains, ça pouvait être une épreuve
extraordinaire et parfois même, je dirais, valorisante. Et à ce moment-là, il m'est arrivé de comparer avec des femmes qui étaient mourantes l'épreuve de la mort à l'épreuve de l'accouchement qu'on pouvait partager ensemble, hein. Et certaines femmes me disaient: oui, quand j'ai accouché, j'ai partagé quelque chose avec toutes les femmes de l'humanité. Et je me demande si je vais mourir, puisque je vais mourir, si là, je ne vais pas encore partager quelque chose avec cette fois-ci toute l'humanité. Comme si, et ça on le sait tous, c'est vraiment le plus petit dénominateur commun, c'est cette mort. Et je dis ça parce que c'est vrai que des fois, c'est quand même une idée intéressante, une idée qu'on n'a pas, et que seuls, je dirais, les gens qui vont mourir peuvent nous donner, effectivement. C'est une idée qui déstabilise, c'est une idée qui nous fait vaciller, et c'est une idée qui nous fait aussi comprendre que certaines personnes soient extrêmement attentives, dans un état de vigilance extrême à ce qu'elles vivent. Et ce qui est très intéressant avec tous les médicaments antalgiques, c'est que cet état de vigilance peut se développer, contrairement à avant, où il était littéralement abrasé en fait par la souffrance, par la douleur. Et aujourd'hui, justement, la souffrance psychique vient au premier plan. Et le grand danger, et là vraiment j'espère que je vais être capable de vous le communiquer, mais le grand danger, ce serait que nous avons réussi à élaguer, on va dire, la douleur physique, voire la douleur morale. Ça, je pourrais en dire quelques mots, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez ambigu finalement. Est-ce que parce que je suis déprimée, je dois avoir des antidépresseurs obligatoirement? Ou est-ce que je suis déprimée parce que je vais mourir et que c'est normal d'être triste parce que je vais mourir? Vous voyez, donc des questions qui paraissent d'une part extrêmement logiques, d'autre part très individualisées bien entendu, et enfin elles nous permettent d'aboutir à ce nouveau problème qui se pose aux hospitaliers et qui se pose à chacun d'entre nous, même si parce que nous allons tous accompagner à un moment donné un membre de notre famille, voire nous-mêmes. C'est: est-ce que la souffrance psychique doit-elle elle aussi être annulée? Hein, ça, c'est vraiment une question. Et quand on me dit: oui, toi, psychologue, tu fais pleurer les malades, et bah, oui, j'ai presque, ça me paraît absolument évident qu'un certain nombre de patients ou de personnes vont pleurer avec moi parce que justement, elles accèdent à leur souffrance psychique, et que mon objectif, alors là, je précise, en tant que psychologue ou psychanalyste, en tant qu'accompagnante et en tant que personne humaine, c'est de leur permettre, si elles me le demandent bien entendu, d'avancer dans cette souffrance psychique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, j'en suis évidemment bien consciente, mais je peux dire que pour certains, on arrive justement à cette étape où le deuil de soi peut se faire. Et c'est là où on ne peut pas confondre deuil anticipé et deuil de soi. Le deuil anticipé de moi-même, par exemple, si je viens à mourir, ce serait de dire: bon, allez, donnez-moi la pilule du mourir, ça y est, je vais passer l'autre étape très facilement en m'endormant dans mon sommeil et ce sera terminé. Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle le deuil anticipé, parce que finalement, je saute d'une étape à l'autre, en squeezant, en court-circuitant le processus du mourir. Or, dans le processus du mourir, il y a encore quelque chose à gagner en termes d'humanité. Et ça, alors, c'est moi qui le dis, je suis désolée, je le dis à partir de mon expérience et je dirais à partir de ma propre réflexion. On peut gagner en humanité dans le processus du mourir, soit en étant, bien sûr, accompagné, c'est possible, par un professionnel, par un bénévole, par un membre de sa famille, par un ami. C'est souvent avec un ami qu'on fait le plus de chemin, je trouve, dans ce deuil de soi. Et donc, encore une fois, le deuil de soi n'a rien à voir avec le deuil anticipé, où on saute d'une étape à une autre, et où c'est terminé, effectivement. Mais au contraire, c'est ce processus, ce chemin qu'on va accomplir seul ou accompagné. Et dans ce chemin, alors, il y a effectivement les renoncements. Hein, tous ces renoncements qu'on est amené à faire, à visualiser souvent d'ailleurs pour les choses matérielles, mais également à penser. Et donc là, il y a un travail de la pensée qui permet de passer de ces renoncements à une certaine acceptation de ce qui vient. Et vous voyez que c'est très difficile d'accepter un inconnu total. Hein. Et là, effectivement, il faut être dans un état, je dirais, de confiance
Et cette confiance, c'est, on l'a vu tout à l'heure, la confiance dans la collectivité. Mon corps sera bien traité. Les gens vont venir, les gens vont penser à moi à un moment donné. Peut-être qu'ils penseront encore à moi dans un certain temps. J'ai beaucoup travaillé avec des petits enfants qui avaient perdu un proche et qui avaient calculé, vous savez, souvent les enfants passent par ce qu'on appelle en psycho la phase de latence. C'est le moment où à partir de 6 ans, ils vont investir l'école. Et voilà qui s'était mis à calculer combien de temps on se souviendrait d'eux quand ils seraient morts. Et alors, ils avaient calculé sur des générations. Ils avaient dit, en fait, tu vois, 4 générations à peu près. Hein. Pendant 4 générations, on va se souvenir de moi. Puis après, ça va peut-être s'éteindre. Alors moi, je leur disais, oui, mais attends, tu auras peut-être laissé une œuvre, tu auras laissé quelque chose. Peut-être que ce quelque chose, on le gardera. Et puis même, tu vas peut-être laisser quelque chose dans la collectivité. C'est-à-dire que ton groupe d'âge, ta génération va laisser quelque chose. Et on pensera à toi encore en ces termes-là. Et vous voyez, on voit très bien à travers ce discours de l'enfance qui exprime très nettement ce que nous, on a envie de dire, hein, c'est-à-dire cette forme d'égocentrisme. Qu'est-ce qui va rester de moi? Alors, de mon corps, pas grand-chose. De mon âme, je ne sais pas. Et peut-être de ce que j'ai fait, oui, peut-être qu'il restera un petit quelque chose. Hein. Et c'est bien entendu ce critère d'humanité, je dirais même d'humanitude. C'est-à-dire que pour moi, je le resitue dans les grottes préhistoriques il y a à peu près 100 000 ans, quand d'un seul coup, visiblement, nos prédécesseurs, donc vraisemblablement hommes de Néandertal et les débuts d'Homo sapiens, d'un seul coup, anticipent quelque chose qui se passe derrière la mort. Hein. Et cette anticipation, elle est absolument unique chez nous. Pourquoi est-ce que nous, on est les seuls animaux, les animaux pensants, qui avons d'un seul coup anticipé la mort? Pourquoi? Je pense que c'est un phénomène qu'on peut expliquer. Et là, j'aimerais bien discuter avec Charles Darwin pour voir comment ça, c'est utile à l'humanité. C'est utile à notre développement d'humain, c'est utile au développement de l'espèce humaine. Ça, c'est vraiment une question que je me pose très profondément. Mais pour sortir de la paléontologie, donc je pense simplement que depuis à peu près 100 000 ans, on a tous, nos ancêtres, on a tous cette réflexion sur le devenir, hein, l'ailleurs, l'autre, et qu'est-ce qui va arriver. Et effectivement, quand on interroge des enfants, et d'ailleurs ils le disent tout à fait spontanément, c'est la première chose qu'ils disent, c'est qu'est-ce qui va rester. Hein. Et c'est très intéressant également de voir que des enfants qui ont envie de parler de leur mort, eh bien, vont procéder, je dirais, aux mêmes pratiques que les hommes préhistoriques finalement. Alors les squelettes, par exemple. C'est vrai, nos hommes préhistoriques, qu'est-ce qu'on a gardé? On voit un tibia qui est peint en ocre, on voit un crâne dont les orbites ont été obstruées par des coquillages. Vous voyez, des choses comme ça. Ça, avec les enfants, alors là, ils le font absolument spontanément. C'est une évidence que de pouvoir jouer avec les ossements. Alors que nous, évidemment, adultes, on est tout à fait horrifiés par ces pratiques. Alors que les enfants, ils disent, mais comment ça fait quand ça pourrit? Par exemple, ça, c'est une question très typique que j'ai tout le temps. Alors, je leur dis, écoute, t'as déjà mangé une pomme? Tu l'as gardée, t'en as gardé la moitié pour le lendemain. Elle était de quelle couleur, ta pomme? Alors, tout de suite, tout le monde, elle était toute marron. Je dis, tu vois, c'est à peu près pareil pour toutes les substances organiques, c'est-à-dire tout ce qui vit. Et la pomme, elle vit, elle aussi. Hein. Donc voilà, souvent, ça passe par une phase marronasse un peu. Et puis petit à petit, effectivement, ça se dilue, il y a des procédés comme ça, des processus naturels. Puis tu as déjà vu une souris morte sur une route, tu as déjà vu des hérissons écrasés, etc. Et on discute sur ce corps mort. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte de l'importance de ce traitement du corps mort comme étant vraiment le support du deuil. Et c'est pourquoi les soins palliatifs vraiment sont dans cette continuité. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Et ça, vous allez me dire que je suis caricaturale, mais à partir du moment où la personne s'est éteinte, on va dire, sans trop de douleur. Je dis bien sans trop, parce que je sais que c'est très difficile, sans trop de douleur. En ayant quelqu'un à qui parler, tout simplement, quelqu'un à qui parler de sa mort prochaine, par exemple, un voisin, un ami, une aide-soignante, la dame qui fait le ménage, quelqu'un qui s'exprime en dialogue. Hein. Et dans une idée que ce qui va se passer après,
on fera le maximum pour son corps, on fera le maximum pour sa mémoire. Eh bien, en général, cette personne s'éteint de façon assez allégée, j'ose employer ce terme, c'est-à-dire que, effectivement, j'ai vu des gens qui mouraient en souffrance, et souvent, leur corps était empreint de cette lutte, de cette révolte. Souvent, on voyait un rictus sur leur visage. Et bien sûr que l'objectif de tous, c'était d'adoucir cette image, cette dernière image. Et d'ailleurs, vous savez combien de gens viennent voir des psychologues parce qu'ils se disent « Est-ce que je dois amener mes enfants voir le corps mort de leur vieille tante? Est-ce qu'ils ne vont pas être traumatisés ?» Aujourd'hui, tout le monde me parle de traumatisme. Toutes les 5 minutes, c'est « Est-ce que je ne vais pas être traumatisé en voyant le corps ?» Mais non, ça n'est pas un traumatisme, c'est un passage également. C'est la possibilité de se rendre compte de cette réalité. Car sinon, on la refusera jusqu'au bout. Et ça pose bien entendu le problème des corps disparus, des corps qui ne sont pas ramenés, et pour lesquels, à mon avis, on peut mettre en place des cérémonies substitutives. On en a parlé pour le World Trade Center. Moi, j'avais proposé, le CICR a demandé à plusieurs personnes qui travaillaient sur la mort des propositions pour cette commémoration d'une année. Et j'avais proposé, moi, des silhouettes. 3000 silhouettes qui auraient comme ça défilé ou qui se seraient tenues sur le bord du Ground Zero ou des choses comme ça, et qui auraient permis de matérialiser. Parce que, comme je viens de le dire précédemment, le support du corps est vraiment le point de départ du travail psychologique. Donc vous voyez, cette assurance à différents niveaux. Cette assurance à différents niveaux, elle va permettre aussi aux mourants de se dire, bon, les gens qui vont pleurer, ils vont avoir un certain nombre de possibilités. Et du coup, la deuxième partie qui avait été développée par Colin Murray Parks, c'est-à-dire premièrement, les pertes. Qu'est-ce que je perds en quittant ce monde? Deuxièmement, les peurs. De quoi ai-je peur en mourant? Et ces questions, vous voyez, elles sont simples à partager avec quelqu'un qui va mourir. Elles sont simples, de même que l'autre fois, je lisais un article dans Lancet qui s'intitulait « Are you depressed ?» C'est-à-dire que la question que posait, c'était Shoshinov, que posait ce psychologue, c'était « Est-ce que vous êtes déprimé ?» Question simple à laquelle 100% des personnes répondaient. Et en plus, je dois dire que cette question avait été, comme on dit, scientifiquement validée, c'est-à-dire qu'elle avait été comparée à des questionnaires de dépression, je parle bien en fin de vie, et on s'était rendu compte que cette question était totalement valide. C'est-à-dire que quand le patient disait « oui, je suis déprimé », c'était à 100% vrai. Donc on n'avait pas besoin de passer un questionnaire et toutes ces bêtises, je dirais, en fin de vie. On peut tout simplement poser une vraie question. Mais attention, pas une question de professionnel qui va cocher une case, une question de quelqu'un qui est avec. Je ne vais pas employer le terme accompagnant, mais qui est avec? Je suis avec toi. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens triste? Marie-Sylvie Richard dit « Qu'est-ce qui est difficile pour vous ?» Et là aussi, cette question, elle est simple, elle est claire, et les gens répondent. Ils répondent facilement. Donc, de quoi avez-vous peur? Et très souvent, de quoi on a peur? Bien sûr de la mort, mais on ne sait pas. Mais on a peur surtout du mourir. Bon là, je ne vous apprends rien, Montaigne nous en avait déjà beaucoup parlé, le processus du mourir, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais avoir mal? Alors aujourd'hui, en plus, on a des images épouvantables, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde a la télé, donc tout le monde a vu dans des films, tout le monde a vu dans le réel en plus, les moments de l'agonie. Donc chacun se remémore ces moments de l'agonie et se demande si ça va être aussi son lot. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On en discute ensemble. C'est-à-dire que moi, comme n'importe quel accompagnant ou personne proche, on va dire, oui, moi aussi, ça me fait peur, évidemment, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et on approche ces peurs-là. Et on s'aperçoit que donc, il y a la peur de la mort, il y a la peur du mourir, et puis il y a la peur d'être mort. Vous voyez, ça fait 3 niveaux différents. J'ai peur d'être mort
Parce que, alors là, on pense à Edgar Allan Poe, on pense à Guy de Maupassant, on pense à Lovecraft, enfin à de la science-fiction même, je dirais. Et là, bon, je suis une grande lectrice de science-fiction, donc c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. On pense à tous ces auteurs qui ont pu justement mettre en mots nos pensées telles qu'elles éclatent, telles qu'elles explosent au moment de la mort. Hein. Et parfois, d'ailleurs, ce que disent certains psychanalystes, c'est qu'il y a aussi un retour de ce qu'on peut appeler, de ce que Freud appelait la pulsion de vie, c'est-à-dire d'un besoin relationnel. Avec même, de Musan l'avait dit, un appétit, un extraordinaire appétit relationnel. Or, qu'est-ce qui se passe quand on va mourir? Tout le monde fuit. Hein, mais tout le monde fuit. La famille, les soignants, les psychologues, tout ce qu'on veut. Tout le monde s'enfuit en courant. Hein. Oh, donc cet appétit relationnel, évidemment, il se retrouve totalement frustré et dans une situation où parfois les mourants se sentent coupables de rechercher des relations. Et je dirais surtout les personnes très âgées. Et là, vraiment, j'ai envie de plaider leur cause parce que tout le monde dit c'est normal. Et à la limite, on va renvoyer à la personne, c'est normal que tu meurs. C'est normal. Écoute, mon vieux, t'as 100 ans, c'est normal. Hein, récemment, je pense à une autre psychologue, psychanalyste qui a fait tout un travail avec des centenaires. C'est absolument étonnant, c'est absolument merveilleux et c'est absolument effrayant d'entendre ce qu'elles disent à ce niveau-là. Bah oui, comme je dois mourir, vous comprenez, bah oui, je dois y passer, quoi, c'est normal, donc on me laisse toute seule, c'est normal. Et vous voyez, il y a vraiment presque une adaptation, je dirais, du mourant à ce que souhaite la société. Et effectivement, ces deuils-là vont pas être faciles. Hein, car contrairement à ce qu'on peut croire, et là j'avais fait un grand article dans Études sur la mort, donc, qui est la revue de la Société de thanatologie, sur les deuils après euthanasie, hein, parce que ça on s'en fout, et surtout les gens de la DMD ne se posent jamais la question du deuil de ceux qui vont rester, et de ceux qui ont dit, écoute mon vieux, tu veux mourir, oui je sais, ça peut se faire, etc. On va en discuter avec le médecin. Bon, vous voyez, ce genre de choses qui sont toujours dans un entre-deux, toujours extrêmement complexe, où on sent qu'il y a des volontés de part et d'autre, enfin on est vraiment dans un grand danger, je dirais, pour notre humanité, eh bien ces gens-là ne pensent absolument pas au deuil de ceux qui sont là, qui sont autour, et qui sont au courant de cette démarche d'euthanasie. Et là, c'est absolument terrible. Et là, j'ai vraiment colligé un certain nombre d'articles là-dessus, où des gens avaient étudié les deuils après euthanasie, puis j'ai rencontré beaucoup de personnes qui savaient que leurs parents avaient demandé une aide pour mourir, une assistance au suicide. Ça existe aussi, vous le savez, ça existe aussi en France. Eh bien, ces personnes-là étaient particulièrement douloureuses et dans un deuil particulièrement compliqué. Donc j'insiste aussi sur ce plan-là. À chaque fois que je discute avec les gens de la DMD, je leur dis mais oui, mais vous pensez pas à ceux qui restent non plus. Et ceux-là, ils sont là. Puis alors le médecin qui a éventuellement pratiqué, qui a éventuellement aidé au mourir, qu'est-ce qu'il fait lui de son deuil? Alors ça, on n'y pense jamais. Hein. Mais croyez-moi sur parole, ces deuils-là sont extrêmement difficiles. Donc c'est important de voir aussi ce qui peut se profiler derrière cette demande d'accompagnement ou cette demande de court-circuit de la mort. Hein. Donc je crois que ce qu'on peut faire ensemble, bien sûr vous et nous, c'est justement d'instaurer cette réflexion sur la mort. Alors moi je l'ai fait d'une façon extraordinairement provocante récemment, c'est que nous avons réédité un petit ouvrage qui s'appelle « 10 maîtresses, c'est quoi la mort ?» Et ce petit livre qui a été coordonné par Janine Dunph, qui est une professeure de sciences naturelles, ce petit ouvrage est absolument magnifique parce qu'il y a plein de dessins d'enfants. Et ça consiste tout simplement à aller dans les écoles maternelles et à dire « c'est quoi la mort pour toi ?» Et l'enfant, le petit, donc, qui ne sait pas lire encore et qui ne sait pas écrire, va faire un dessin. Et ces dessins donc sont publiés, ils sont absolument intéressants et ils nous ont permis de dire que finalement ce serait pas mal que dès l'école on commence à réfléchir à la mort. C'est possible puisqu'à partir de 4 ans, le mot mort existe. Les enfants prononcent « t'es mort »,« je suis mort »,« t'es tué »,« on te tue », etc., etc. Donc puisqu'ils prononcent ce mot, allons-y. Demandons donc à quoi il correspond. Et vous le savez bien, il correspond surtout à se coucher par terre et puis 5 minutes après, on se relève et on dit « tu vois, j'étais pas mort ». En rigolant, bien entendu. Hein.
Donc ce simulacre de la mort, qui bien sûr n'est absolument pas souhaité par les enfants parce que pas conscient, pas encore conscient, eh bien on peut en discuter à l'école ou on peut favoriser sa prise de conscience tout simplement en élevant des petits animaux. Alors ça c'est quelque chose d'assez simple, par exemple élevage de grenouilles. Alors chacun, à tour de rôle, doit donner le week-end, avant le week-end, donc le vendredi soir ou le samedi matin, la petite tranche de jambon qui va émietter sur le bocal pour que les têtards en formation puissent grignoter pendant le week-end. Un jour, il y a un petit garçon qui n'avait pas le temps, il prend la tranche de jambon, il la met sur l'aquarium, et le lundi, tout le monde arrive, tous les bébés grenouilles sont morts. Parce que tout simplement, la tranche de jambon les a asphyxiés. Un drame dans l'école. Et à ce moment-là, on a enregistré tout ce qui se passait. Et les enfants disent « Mais c'est pas possible, ils sont pas morts !» Et puis l'autre qui dit « Ils sont pas tous morts, il en reste au moins un !» Et là, à partir de ça, on a fait une petite séance sur la mort. C'est quoi la mort pour toi ? Hein, vous voyez donc des choses très simples qui permettent déjà à l'école de réfléchir aux mots qu'on emploie. Vous voyez, et bon, je ne dis pas que ceci va se pérenniser en continuité comme ça jusqu'à la fin de vie, mais pourquoi pas? Et Daniel Oppenheim le pense tout à fait aussi, puisque lui, justement, rencontre donc des enfants qui, malheureusement, sont en situation très grave et qui peuvent mourir d'un cancer. Et à ce moment-là, il dit bien que ça peut être utile d'y avoir réfléchi avant, hein, et d'y avoir réfléchi en groupe. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.